Ensuite, on va finir là-dessus, c'est le plus important, c'est que la technologie n'est pas neutre parce que toute machine, toute technologie apporte un nouveau rapport au monde. Voilà. La machine situe notre liberté et notre liberté s'exerce face à elle, s'exerce en elle. Nous sommes libres de nos usages de la machine, généralement, libres même de ne pas l'utiliser parfois, mais c'est une liberté en situation, c'est une liberté déjà située, un libre arbitre qui s'exerce à l'intérieur d'un monde transformé et repotentialisé par la machine, et d'où il devient impossible de se comporter comme si elle n'existait pas. Je vous prends un exemple personnel qui est très simple. Moi, je n'utilise pas de portable, donc je peux dire, voilà, vous êtes libre, c'est bon, vous n'avez pas envie d'avoir de smartphone, vous n'avez pas envie de portable, ok, c'est votre problème. Donc je fais partie des 1% peut-être dans la population aujourd'hui de communication qui n'a pas de portable. Mais le fait de ne pas utiliser de portable ne change rien au fait que je suis dans un monde où le fait d'être joignable et de pouvoir joindre fait partie de la norme sociale partagée par tous. Et que donc, en ayant ce comportement de ne pas avoir de portable, je me fous de toute façon dans une forme d'anomalie qui fait que, par exemple, si mon train a du retard, si je suis en retard au rendez-vous, si un problème survient, je ne vais pas pouvoir prévenir les gens, et je mets les gens dans l'incertitude par rapport à ma venue. Et ça, c'est un phénomène sociologique qui est généré par l'émergence de cette technologie et qui est un effet aval, j'ai envie de dire, du rapport au monde qu'induit le portable aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un bon ou un mauvais usage de la technique qui va changer quoi que ce soit là-dessus. Autre exemple dont on parle assez peu aujourd'hui parce que c'est une technologie super banale, c'est la voiture. Et si vous avez lu Ivan Illich, que je vous recommande de lire, il disait des choses extraordinaires. Il disait par exemple, moi j'ai pas de permis de conduire, enfin, j'ai tous les défauts, donc ni portable ni permis de conduire, j'ai pas de bagnole. Mais que tu aies une voiture ou pas de voiture, que tu conduises ou que tu veuilles pas conduire, tu ne changeras rien au fait que la ville occidentale et même la ville dans la plupart des pays du monde est structurée autour de la circulation automobile. Par exemple, le trottoir est une invention de la voiture. Voilà. Et le fait que tu marches sur un trottoir est lié à cette technologie est un effet absolument non neutre de cette technologie. Le fait que l'espace rural est lui-même structuré par des routes qui relient des villages, il y a des coupures urbaines liées à des périphériques, etc. Tout ça est une conséquence de la voiture et a complètement modifié notre rapport à la ville, à la rue et à la circulation dans les espaces urbains. Je ne vous parle pas d'Internet, évidemment, vous le vivez, vous l'avez vécu, tous ceux qui sont arrivés avec l'émergence d'Internet en 1995. C'est évident qu'Internet a absolument révolutionné totalement et notre façon de nous informer, de communiquer, de séduire, de draguer, de se construire, de mémoriser, etc. Voilà. Donc, ce que je voudrais développer comme thèse, c'est très simple ici, et puis je ne suis évidemment pas le premier à l'avoir dit, c'est que, voilà, nous devenons ce que nous sommes, l'être humain devient ce qu'il est, grâce à la machine, par la machine, et l'être humain, il y a une très belle phrase de Sloterdijk, là je vais vous parler un peu de Sloterdijk parce qu'il y a un texte magnifique de lui, qui s'appelle La domestication de l'être, qu'il a écrit justement sur cette hominisation de l'homme par la technique. Il dit une chose très simple, il dit voilà, les animaux, les êtres humains, et aussi évidemment les plantes, tout ce qui est vivant, naît. Mais la particularité de l'homme, c'est que l'homme vient au monde, et il vient au monde par la technique. Ce qui différencie le singe de l'homme, ce qui différencie, pas vraiment le singe de l'homme, parce que le singe a l'outil, mais ce qui différencie les animaux de nous, c'est que nous, on a la capacité à utiliser l'outil. C'est à partir du moment où on emploie un outil que se génère quelque chose qui s'appelle l'humanité. Donc, si vous voulez dire un monde sans machine, dire un monde sans technologie, c'est totalement absurde, et se revendiquer d'une technophobie massive et radicale est totalement débile, parce que ça serait renoncer complètement à ce qui constitue l'être humain. On est des êtres profondément techniques, on est des êtres qui ne deviennent humains que par la technique, voilà, et que par l'utilisation des techniques. Donc la question n'est pas d'avoir ou non de la machine, mais effectivement, de quelle façon cette machine va complètement altérer nos rapports aux choses et comment on vit à partir de ça. Alors un petit saut sur Sloterdijk, c'est super intéressant parce qu'il parle dans ce bouquin, La domestication de l'être, c'est une petite conférence qu'il avait faite comme ça, il parle de 4 mécanismes d'hominisation, c'est-à-dire de 4 mécanismes par lesquels l'homme est devenu humain, et je vais en citer 2 qui sont extrêmement intéressants, et même par rapport à la conférence que je viens de faire là il y a 1 heure. Le premier, c'est l'insulation. L'insulation, ça vient d'Isola, ça vient de Lille, c'est-à-dire c'est l'insulation contre la pression de la sélection. L'être humain, cette particularité, c'est qu'il est plus soumis à la sélection. Les bébés qu'on fait naître sont protégés. Ils sont protégés jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. C'est-à-dire qu'on met à distance l'environnement direct, on aménage à l'être humain une forme de clairière, il appelle ça une sorte de clairière ontologique, un utérus externe, une couveuse entrouverte, il dit ça, j'aime bien cette expression. Donc les hommes vivent presque toujours dans une situation épargnée, protégée, dans une sorte de parc autogène, il dit, où on va déployer nos facultés propres. Donc les petits sont protégés. Ce mécanisme d'insulation, il est extrêmement intéressant, et il est permis notamment par la technique elle-même. Et puis il y a un deuxième mécanisme qui est la suspension des corps. Il dit une chose très belle, il dit l'homme ne descend pas du singe, il ne descend pas du cygne non plus, mais il descend de la pierre. Et il exprime un premier mouvement technique très beau, et ça c'est à retenir sur toutes les technologies contemporaines, je trouve.
parle du jet de pierre. Il dit la première technique que l'homme a utilisée, c'est de prendre une pierre et de la jeter contre un oiseau au loin, contre un animal au loin. C'est-à-dire de prendre un objet et de le jeter à distance. Et il dit dans l'espace ouvert par ce jet, c'est la première fois qu'on ouvre un rapport au monde. C'est-à-dire qu'on se dit, une action de ma main à distance va produire quelque chose. Et ça, il dit, c'est le premier moment où l'homme devient réellement humain, c'est par le jet de pierre. Je trouve cette image vraiment très belle. Et puis, vous vous souvenez peut-être justement de Kubrick qui va réutiliser ça et qui va le déployer dans 2001. Voilà. Et donc, il finit là-dessus, il dit, toute technique est à l'origine une technique de création de l'espace ou une technique de serre, et le reste longtemps de manière inconsciente. Et ça m'amène à quelque chose d'assez important aujourd'hui, c'est que sur les machines, on a eu, vous savez, il y a une classification qui est faite en anthropologie, qui est machine de première génération, deuxième génération, troisième génération. La première génération de ce qu'on appelle les machines ou les outils, c'est simplement le marteau, la faucisse, les outils que vous empoignez, ces outils externes qui sont inertes, et dont l'action de l'homme, généralement la main, lui fait produire quelque chose. Et puis il y a la machine de deuxième génération, qui est les machines à vapeur, par exemple les machines automotrices, comme ça, où la machine a une capacité, je dirais, autonome à produire quelque chose, à transformer l'énergie d'elle-même. Et puis nous, on arrive, à partir de 1970, dans la troisième type de génération de machines, les machines informatiques dans lesquelles nous, on vit. Et ces machines-là, elles sont très particulières parce que c'est ce que j'appelle moi des machines-mondes. C'est-à-dire que une machine externe de première génération, elle est externe à nous, on l'empoigne, on la pose. Le marteau, vous le prenez, vous tapez sur un clou avec, vous le reposez, et ça ne va rien changer à votre rapport au monde. La deuxième type de machine, ça commence à être intéressant parce qu'elle est automotrice, elle a une certaine autonomie par rapport à nous. Mais le troisième type de machine, la machine informatique, le réseau internet, les réseaux, c'est ce que j'appelle une machine-monde. C'est-à-dire c'est une machine dans laquelle on vit, on est immergé et qui nous entoure. Voilà. Donc c'est une vraie technosphère. Et c'est très différent. Et du coup, vous comprenez que dire la technologie est neutre, etc., c'est complètement absurde parce qu'on est immergé dans une machine-monde. Et on vit dans une machine-monde. Aujourd'hui, on vit dans des technococons. On vit dans un oignon technologique à plusieurs couches extrêmement denses et dans lequel on essaye parfois de s'éplucher et parfois d'essayer d'atteindre un hypothétique d'or à travers toutes les couches technologiques qui sont près de nous. Si vous réfléchissez par exemple à cette idée complètement con, de se dire combien de minutes par jour je suis éloigné d'une technologie, vous allez voir que c'est proche de zéro. Ne serait-ce que par votre smartphone qui va être quasiment dans votre poche ou sur votre table de lit à longueur de journée. Donc la technologie s'est rapprochée de nous, elle est de plus en plus proche de nous, elle a portée de main, elle a portée de voix, elle a portée de toucher, elle a portée d'interaction, et c'est le propre de cette technologie extraordinaire, de cet objet nomade totalitaire extraordinaire qui est le portable, c'est qu'il est toujours à disposition et qui nous filtre le rapport au monde. Il nous crée une sorte d'interaction, d'interfaçage très fort avec ce rapport. Donc voilà, la technosphère, le technococon s'est rapproché de nous, il est devenu de plus en plus proche, de plus en plus puissant. Voilà, je voulais juste dire tout ça. Je voudrais maintenant parler un peu de la... Je continue à délirer, hein, puis après vous m'arrêterez, puis vous me poserez de bonnes questions qui nous sortiront de mes délires. Je voudrais parler de la monade, justement. C'est-à-dire de dire que quand on suit Sloterdijk et qu'on réfléchit à cette idée d'insulation, de cette idée que l'homme s'est créé un parc autogène protégé, une couvrante ouverte, comme ça, avec des os externes, je trouve que c'est devenu maintenant hyperbolique. C'est-à-dire qu'on a hypertrophié, on est dans l'hyper-insulation. C'est-à-dire qu'on a un isolement hyper relié. Aujourd'hui, on est protégé, généralement quand vous êtes sur votre portable ou quand vous êtes chez vous à surfer sur le net ou envoyer des mails ou à être sur Facebook, vous êtes dans une sorte de phare, comme ça, dans une sorte de cocon, dans lequel vous êtes relié aux autres, vous êtes dans votre monade. Et ce parc donc autogène, c'est là-dedans qu'on s'accouche. Moi je dis on s'accouche dans la douceur, on ne s'accouche pas dans la douleur aujourd'hui. Et un adolescent, et il y en a encore ici, etc. Moi je suis sidéré sur la façon voilà, dont les ados vont surutiliser le smartphone, surutiliser évidemment les jeux portables, vont surutiliser Internet, c'est-à-dire qu'ils s'accouchent à travers la technologie, tu t'accoucheras dans la douceur. Et c'est une forme de douceur, une sorte de cocon à travers lequel tu vas filtrer ton rapport aux autres, ton rapport aux amis par Facebook, ton rapport aussi à l'éventuelle agressivité du monde à travers ces technos. Et en plus, ces technos permettent une sorte de customisation, de personnalisation, qui permet que tu as l'impression que tu as adapté un processus industriel à toi-même. Voilà, donc ça c'était tout un aspect que je voulais montrer. Ça implique aussi une autre gestuelle, moi qui m'a toujours frappé. J'aime beaucoup ce dessin, je ne sais pas si vous l'avez vu, on le voit beaucoup, c'est une sorte de mème aujourd'hui iconographique où on voit une espèce de singe comme ça, à moitié penché, puis il se redresse, il devient debout, on voit un homme qui marche, et puis après cet homme qui marche, il commence à se rebaisser, puis il s'assoit comme ça devant un clavier, à taper comme ça sur son écran. Et on le voit, si vous voyez même aux utos,
il y a ce phénomène très souvent où voilà, vous avez le gars se casse sur la tête, ou la nana, et puis il tape sur son clavier, et puis il a cette position simiesque auquel il avait échappé au début. Et j'ai toujours aimé ce mème-là, parce qu'il y a la phrase dessous qui est what went wrong, qu'est-ce qui a merdé, quoi, qu'est-ce qui a déconné dans l'évolution humaine. Mais j'aime beaucoup cette sensation que les mouvements deviennent de plus en plus, en quelque sorte, centripètes, c'est-à-dire qu'on a une sorte de position de corps, des mains, des bras, on le voit beaucoup dans les métros, dans les bus, où l'être humain voilà, se définit ce cocon et circule et évolue à l'intérieur de ce cocon, de cet oignon. Moi j'appelle ça le hamster au hips, on est des hamsters, on donne un petit truc tactile et puis on est là-dedans. Donc voilà, je trouve que c'est une nouvelle forme de l'humanité. Moi j'appelle ça, après ça développe plein de phénomènes annexes, psychologiques intéressants, que j'appelle l'égologie ou l'écologie, mais avec un H, c'est-à-dire que c'est des systèmes d'interactivité compulsive, on est dans le gérer manipulé, on est dans ce que j'appelle le cyberné, on cyberne, c'est-à-dire qu'à la fois on est en train d'hiberner auprès de nos machines et puis on se laisse un peu berner et bercer par tous les mécanismes de feedback, de stimuli et réaction, toutes ces boucles, j'écoute mon répondeur, je réponds à un message, je réponds à un SMS, et tu vois, tu cliques sans arrêt dans le chat, tu reviens, tu cliques en bas de ta page d'info, et puis tu circules dans un réseau informatique, etc. Et t'as ce côté que je trouve extrêmement cyberné, je sais pas comment dire ça autrement, c'est-à-dire voilà, c'est une sorte d'activité comme ça, rotative, circulaire, extrêmement, je pense que vous la connaissez tous, on la vit tous à un moment donné, surtout quand on est fatigué, on a tendance à se laisser piéger là-dedans. On est dans une sorte de rotation, de permutation de l'information et en fait, on ne fait que manipuler à la main, au doigt ou à la voix des interfaces sans produire rien de particulièrement intéressant. Et d'une certaine façon, la techno vient vider notre rapport à nous-mêmes et elle le remplace par des interactions machiniques. Voilà, il y a des mécanismes conjuratoires d'angoisse qui sont générés par ce rapport à la machine. Et tout ça sous fond, bien sûr, d'addiction, de dépendance, de fusion, perfusion. Moi, je dis ça Big Mother aussi, c'est-à-dire que c'est pas dans le contrôle qui compte que la notion d'être couvé et d'avoir des boucles. On l'a montré beaucoup sur les enfants, c'est pour ça qu'on essaie d'interdire aux gosses de toucher les tablettes trop tôt et de jouer aux vidéos à 6 ans, etc. C'est parce qu'on s'est rendu compte que sur les cycles de dopamine, de sérotonine, sur les mécanismes de récompense comme ça, neurologiques, il y avait tendance à créer des circuits courts qui fait que le gamin ensuite n'est plus capable de sortir de ces circuits courts, il a besoin de récompense très rapidement et il a du mal à rentrer dans les cycles longs de lecture, par exemple, de concentration longue ou de création de jeux de rôle pour lui-même, etc. Donc ça, ça fait partie de l'égologie et de l'écologie, c'est-à-dire que c'est une mécanisme de feedback permanent dans lequel on s'auto-piège. Voilà. Moi je crois aussi sur la machine, alors si on veut faire la perspective, j'aime beaucoup ça, de dire quelle est l'étape suivante sur la machine. Moi je crois beaucoup à l'IA personnalisée, je pense que c'est ce qu'on nous prépare. Ce qu'on nous prépare, c'est ce que fait Siri, ce que fait Cortana, ce que fait Alexa avec Amazon. Tous les gros GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, travaillent là-dessus, c'est-à-dire sur une modalité d'intelligence artificielle à base de langage naturel, c'est-à-dire des robots de conversation qui auront cette capacité, donc ce sera à mon avis sur l'objet de ma totalitaire, c'est-à-dire le smartphone. Sur le smartphone, vous aurez une machine, une IA qui va créer une convergence. Je pense qu'ils cherchent cette convergence. Cette convergence fera que la totalité des traces que vous générez, toujours pareil, par les surfs, par les messages, par toutes les interactions numériques que vous produisez, seront évidemment repaillées et stockées sur cette IA. Mais cette IA a cette particularité d'être personnalisée, d'être totalement adaptée à vous. Elle connaîtra vos goûts, elle connaîtra vos actions, vos profils, vos achats, vos préférences. Elle connaîtra vos amis, elle connaîtra les gens avec qui vous communiquez le plus fréquemment. Et vous pouvez communiquer avec elle en langage naturel, elle travaille beaucoup là-dessus, sur ces conversations. C'est encore assez grossier aujourd'hui, mais on le voit en Chine, là, vous avez entendu parler de Xiaowise, qui est un chatbot chinois qui touche déjà 40 millions de personnes et sur lequel beaucoup de Chinois passent beaucoup de temps. Il va y avoir un stade, il va y avoir un seuil où la capacité techno, qui est surtout liée au big data en fait, parce qu'ils bourrent ça de big data, c'est pas du tout intelligent la façon dont ils procèdent, mais comme ils ont beaucoup de données, ils finissent par faire réagir la machine de la façon dont un être humain réagirait, parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux et ils utilisent des réponses à des questions type à partir des réseaux sociaux. Donc ces robots de conversation vont atteindre le stade où ils simuleront suffisamment une réaction humaine pour que le caractère fondamentalement animiste de l'être humain fonctionne et qu'on ait envie de projeter sur cette IA
tous les fantasmes qu'on a envie d'y projeter. Alors vous connaissez peut-être tous le film Her de Spike Jonze là-dessus, mais sans parler d'une IA dont on tomberait amoureux, je pense que chaque être humain générera son propre rapport à l'IA, c'est-à-dire qu'il y en a qui voudront que ce soit leur mère, qui se comporte comme une mère, d'autres comme un père un peu rigide, un peu dur et qui les recadre, d'autres comme un ami assez cool et qui leur fait des blagues, d'autres comme un assistant ou comme une esclave sexuelle ou fonctionnelle, d'autres comme une amante potentielle qu'ils n'ont pas, etc. Mais en tout cas, la projection affective jouera plein et on sera en permanence en rapport avec un alter ego machinique qui va devenir notre principal interlocuteur. Donc je vous laisse imaginer évidemment ce que ça peut produire en termes de relations humaines. Et il y a Serge Chicheron qui a fait un bouquin très beau, très intéressant là-dessus sur le fait qu'on va aimer nos robots et qu'on va aimer ces IA et qu'on aura beaucoup de mal ensuite à générer des comportements humain, conflictuel, ou en tout cas de comprendre que notre authentique copine ne veut pas faire tous les efforts que fait l'IA pour nous dans sa vie quotidienne. Donc ça va être extrêmement intéressant sur les modifications sociales, psychologiques que ça va induire. Je pense que c'est l'étape suivante sur la machine. Donc c'est pas spectaculaire d'une certaine façon, parce que c'est des technologies qui sont là, mais qui dans 10 ou 20 ans, à mon avis, vont exploser. Voilà, alors je vais peut-être arrêter de parler sans arrêt. Je voudrais juste finir sur un... Voilà, je vais lire, j'aime bien des fois lire. C'est un texte que j'avais fait pour une conférence mais il y a longtemps, qui donnait un peu ma vision sur la machine, et ça permet peut-être de provoquer le débat et de terminer. Je voulais délirer aussi sur ce que j'avais fait sur ma conférence TED, c'est-à-dire sur pouvoir et puissance, mais on va en parler après. J'avais appelé ça la machination, hominiser sans humaniser. Voilà, je finis juste là-dessus, puis ensuite on lance le débat, et ça sera peut-être plus intéressant que de devoir faire des sauts. Comme on l'a vu, la machine nous a donné pouvoir sur le monde, nous l'a ouvert, nous l'a filtré et recadré, avant de prendre sa place, de faire monde. Le pire est que la technologie est autoproliférante. Elle sature l'environnement public et privé, le travail et le loisir, l'espace et le temps, le proche et le lointain. Machine à fabriquer des machines, à nous protéger des machines, à réparer les machines, à piloter les machines, à détruire les machines. La machine ne s'est pas retournée contre son créateur, elle ne s'est pas révoltée comme en Blade Runner. Elle ne nous a pas éliminés, nous humains, à coup d'apocalypse nucléaire comme dans Terminator, ou assassinés de façon glaciale comme HAL dans 2001. Elle ne nous a pas encore soumis et fait de nous des piles biologiques pour alimenter en énergie comme dans Matrix. Elle a fait mieux en un sens. Elle nous a hominisés continuellement, sans vraiment nous humaniser. Elle nous a donné le pouvoir, tout en nous retirant la puissance. Bien sûr, nous continuons à fabriquer les machines. Bien sûr, nous en sommes globalement maîtres. Mais on leur appartient plus qu'on les maîtrise. Une fois fabriquée, c'est comme si la machine acquérait une indépendance, une étrangeté experte, telle que plus personne n'est aujourd'hui capable de comprendre comment fonctionne un ordinateur, ou par quelle magie une onde Wi-Fi informe des pixels et forme une image. La machine ne dépend plus de ce qu'on en fait, comme dans l'ancien paradigme des machines de première et deuxième génération. C'est plutôt nous qui dépendons de ce qu'elle peut faire, qui nous autorise à faire. On lui a tout délégué, notre sécurité, notre confort, nos tâches répétitives et quotidiennes, nos déplacements, notre mémoire et notre cognition, nos flux de conscience, notre façon d'échanger et d'aimer, de travailler et de nous divertir, notre narcissisme et nos pulsions, et jusqu'à notre liberté d'agir par nous-mêmes, c'est-à-dire notre puissance. Quoi d'étonnant qu'il ne soit plus possible pour un enfant ou un adolescent d'accéder à l'individuation, à la construction de soi, hors des machines et de leur propriété. Quel ado aujourd'hui se construit hors du portable, hors de l'internet, hors du jeu vidéo, etc. Voilà, c'était un premier piste. Donc je vais peut-être ouvrir des questions et ça me permettra de développer d'autres points, mais je ne vais pas vous assommer de... Combien de temps ici, quelle heure là sur le... Il reste une demi-heure, c'est nickel. Ben voilà, c'est un bon. Moi je fais. Tout le monde s'en fout, c'est bien. Pour constat, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, et en plus c'est dit brillamment avec des très jolis mots. Mais après, parce que c'est vrai que là on a le futur en disant